La patiente a reçu son traitement antiépileptique avec une bonne évolution et son IRM montrait des anomalies de signal corticales et sous-corticales bilatérales. Ça intéresse les lobes occipital et pariétal en hypersignal flair, en T2, en diffusion, ça intéresse même le cervelet. Et sur T2 étoile, on a cette hypodensité des palidomes bilatérales avec une lésion de microhémorragie et l'enjeu IRM veineuse était normal. Donc déjà à ce stade, on a retenu le diagnostic d'une encéphalopathie postérieure réversible. La patiente s'est bien améliorée ce traitement antiépileptique. Elle a amélioré progressivement sa fonction rénale et son dossier a été discuté avec son nephrologue traitant où le rituximab a été arrêté et remplacé par cyclophosphamide et mycophénolate mofetil. L'IRM de contrôle fait à une semaine après montrait une nette régression des lésions. Donc comme vous voyez sur le flair, sur la diffusion, avec une angio-IRM veineuse qui était normale, artérielle qui était normale. Donc à ce stade, on va essayer de répondre à ces trois questions. Est-ce que le prêche chez notre patiente est secondaire au lupus, sachant que le lupus représente la maladie systémique au cours de laquelle le plus de cas de presse ont été rapportés, ou bien elle est secondaire à la prise du rituximab, surtout que le délai entre les premiers symptômes du presse et l'administration du traitement est de 9 jours. Et quelle explication peut donner aux classifications des noyaux gris? Donc, pour répondre à la première question, nous avons puisé dans la littérature et s'est avéré qu'il existe une dizaine de cas de presse survenant chez des patients suivis pour les lupus et n'ayant pas pris le rituximab. Mais tous ces patients avaient des points communs, donc des facteurs communs, en particulier l'insuffisance rénale, comme le cas chez notre patiente, l'HTA même modéré et un traitement par immunosuppresseur, en particulier des polycystocorticoïdes et des corticoïdes en cours, mais avec un score élevé d'activité de la maladie. Donc on a calculé le score d'activité chez notre patiente, elle avait une activité légère. Pour essayer de répondre à la deuxième question, nous avons regroupé l'ensemble des cas publiés jusqu'à ce jour de pré-secondaire au rituximab. Donc il y a 17 cas. Donc, comme interprétation de ce travail, il y a une nette prédominance féminine avec un âge qui varie entre 25 et 66 ans. Et le délai des symptômes par rapport à la prise du rituximab, elle est très variable, allant de quelques heures après la perfusion jusqu'à un mois. Alors, parmi ces 17 cas, il y a 4 cas de lupus, dont 2 avaient une insuffisance rénale associée, comme le cas chez notre patiente, et dont le rituximab a été incriminé dans le déclenchement du presse. Donc, avant de conclure, j'aimerais bien revenir sur la classification des noyaux gris. En fait, c'est une complication classique du lupus. Elle peut être asymptomatique dans un tiers des cas, comme le cas chez ce patient qui présente une hyperdensité bilatérale des noyaux lenticulaires avec des lésions périventriculaires. La physiopathologie, elle est difficile, elle n'est pas claire, mais on peut dire qu'elle existe, elle peut être expliquée par des épisodes répétés d'inflammation vasculaire. Pour conclure, je vais dire qu'en cas d'encéphalopathie postérieure réversible, la recherche d'une pathologie générale sous-jacente devra être systématique, de même que la recherche d'un facteur déclenchant médicamenteux. Notre patiente présente plusieurs facteurs déclenchants possibles, l'HT1, même modéré, l'atteinte rénale et le traitement par le rituximab. Il n'y a pas eu de récidive de presse chez notre patiente avec un recul de 7 mois et elle est actuellement en rémission de sa maladie. Merci. Merci, Dr. Ekram, pour cette